pense, que vous connaissez probablement pas, et que vous avez certainement déjà vu, presque tous, je dirais, dans la mesure où, à chaque fois qu'on parle du Luxembourg, normalement, dans la presse étrangère, par rapport à la transparence financière et donc le secret bancaire, donc régulièrement on le montre, donc le musée qui se trouve dans le quartier du Grund, où il n'y a aucune banque, aucun institut financier. Donc on suppose qu'on est certainement le musée le plus photographié, le plus vu luxembourgeois, en tout cas dans le monde. Bon, le musée il se trouve là-bas maintenant depuis 1996. C'est un musée, on est un musée national depuis maintenant 1854 où le musée a été créé. Il a subi plusieurs déménagements à travers la ville. Donc effectivement depuis 1996, il se trouve donc dans l'hospice Saint-Jean que vous voyez là à votre gauche. En fait, c'est un ancien hôpital avant de devenir prison des femmes. Donc, ça affiche un peu le programme. C'est un musée, on a une bonne centaine de personnes qui travaillent, dont un tiers en recherche. Ce qui a une importance pour ceux qui suivent. Donc, 3 étages d'exposition avec un étage qui est réservé complètement à des expositions temporaires, une surface totale d'exposition de 1500 mètres carrés. C'est sans compter évidemment les collections qui se trouvent très en l'extérieur de la ville, donc c'est très compliqué. Et en fin de compte, un dernier réaménagement complet des expositions temporaires qu'on a fait entre 2015 et 2007. Et on accueille en moyenne 50 000 visiteurs, dont un quart sont normalement des scolaires. C'est une moyenne. Il y a une époque, le musée de Luxembourg entre-temps a connu une véritable révolution de musée à l'époque où on a ouvert le musée dans ce quartier du Grund, qui s'appelle par ailleurs le Fond. Donc on se trouve au fond. Le Luxembourg avait juste un seul musée. Donc depuis, on en a plusieurs. Donc la concurrence aussi a contribué également à devenir meilleur aussi. Donc, voilà. Le musée se présente de la façon suivante. C'est en fait un scan 3D qu'on a réalisé pendant le confinement pour permettre aux gens quand même de pouvoir visiter le musée complètement. Je vais encore revenir après dessus parce que ça explique pas mal de choses par rapport au réaménagement qu'on avait fait donc, à partir de 2015. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet en fait est l'évolution dans notre musée. Donc l'évolution telle qu'elle a été montrée tout d'abord entre 1996 et 2015. Et en fait, pour tout dire, on en a parlé très peu. Ce que je montre ici, en fait, la photo, en fait, c'est celle de la salle qu'on appelait nos ancêtres. D'après l'avis des muséologues de l'époque, qui était une équipe française, avec je crois que c'était David ce matin qui en parlait, en fait des titres aussi qu'ils ont maintenant au musée des Confluences. D'où venons-nous, qui sommes-nous? En fait c'était des salles qui s'appelaient qui suis-je, d'où viens-je, donc c'était des titres de salles aussi assez vagues et en fait surtout le mot d'ordre des architectes qui venaient du monde en fait des arts, c'était donc il ne faut pas avoir peur du vide et l'objet doit parler pour lui-même. Donc il y avait très peu d'explications et surtout pour une salle qui voulait expliquer d'où on venait, d'où on vient. C'était assez compliqué. Donc on expliquait avant tout l'écologie, les paysages, mais en fait on parlait très peu d'évolution et la salle justement dont on en parlait, elle n'affichait pas grand chose, surtout les fossiles. On racontait l'histoire plutôt, entre guillemets, l'histoire de la vie à partir de la première cellule, juste classiquement, donc l'arrivée de l'homme il y a quelques centaines de milliers d'années. Quand je dis ça, en principe c'est encore faux,
Parce qu'en fait, là je reviens encore une fois vers ce que David a raconté ce matin par rapport au parcours inversé. Parce qu'en fait, l'idée originale, première idée des muséologues était justement de proposer aux visiteurs une découverte à l'inverse. Donc un peu comme un mur où on soulève une brique pour découvrir ce qu'il y a en dessous. Donc on commençait en principe avec l'œil. Mais en fait le fléchage et toute la conception muséologique était franchement pas vraiment réussie. De toute façon en fait les gens ils n'ont jamais vécu le musée tel quel. Parce qu'en fait, ils ont parcouru tout le musée, ils étaient trop fatigués pour revenir, en fait, ce qui a été normalement pensé par les architectes. Et donc, ils sont directement remontés dans une salle et ils ont découvert, en fait, l'histoire de la vie à partir du niveau de la première cellule, donc il y a 3,8 milliards d'années. En conséquence, les visiteurs, effectivement, pendant plus de 20 ans, ils ont apprécié les expositions. C'était beau, c'était chic. C'était des expositions qui avaient très bien vieilli. Il y avait eu très peu de dégâts, très peu de choses qui n'avaient pas marché. Mais en fait, on ne s'y retrouvait pas. On ne s'y retrouvait pas parmi les thèmes. Il y a eu plusieurs évaluations qui ont été faites, même un très bon sondage national qui a été commandité par le musée. On a finalement constaté, les gens, ils apprécient le musée, on vient parce qu'en fait on voit des animaux naturalisés, des fossiles qui viennent du passé, mais ça ne racontait pas grand-chose. Et donc, il fallait y remédier, mais comme très souvent dans des musées qui sont quand même pas tellement grands, il faut aussi des personnes qui savent en parler, qui veulent en parler. C'était pas le cas avant. Il faut savoir qu'en 2000, donc, il y a eu création d'un groupe de recherche biologie des populations et évolution au musée, avec surtout un chercheur, vous voyez ici, Guy Collin, qui est un fervent fan de Darwin, qui aime l'évolution de toute façon par toute sa recherche qu'il fait. Bon, en fait, il est botaniste, donc c'est la biologie des populations. Vous voyez un peu les thèmes de ces recherches, l'écologie génétique des petites populations, l'écoévolution, l'adaptation locale, adaptation au changement climatique, la conservation des espèces aussi, après la phylogéographie, phylogénétique, donc tous ces thèmes qui sont étroitement liés à l'évolution. Et effectivement, c'est quelqu'un, quand on le visite dans son laboratoire, quand il a la possibilité de présenter en fait, ses recherches, il a toujours sa petite figurine mascotte avec, pour dire effectivement, voilà, il y a un lien étroitement avec ce que je fais, et évidemment des choses qui ont été décrites déjà, entre autres, par Darwin. Donc c'est quelqu'un qui a, dès son arrivée, a ramené un peu cette étincelle. Voilà, il faut quand même changer, il faut changer les expositions. Ça ne parle pas d'évolution, il faut rentrer ça dans le sujet parce que c'est important. Après, il y a eu cette fameuse année 2009, année Darwin, donc le 200e anniversaire de la naissance de Darwin, 150e de la publication des origines, où le musée a dû faire aussi, avec l'Université de Luxembourg, des instituts de recherche, des théâtres, des bibliothèques, tout un programme qui tournait autour de Darwin. Je crois qu'on pensait effectivement un programme national d'envergure qui avait très bien marché, avec une exposition temporaire au musée, où on a pu tester, je vais encore la présenter, on a pu tester plein de choses qu'on a pu intégrer par après, dans les années après, dans les nouvelles expositions permanentes. Donc il s'agissait effectivement dans cette exposition d'expliquer les mécanismes d'évolution, ce qu'on ne faisait pas du tout, je pense que vous l'avez vu dans les expositions précédentes. C'était l'occasion aussi, parce que la radio aussi, au Luxembourg, il n'y a pas beaucoup de radios, il y a surtout, moi je pense qu'on la connaît peut-être ici, certainement aussi ici en France, donc RTL. Du moment où vous arrivez à avoir une chronique ou une émission à la radio luxembourgeoise, ça vous couvre tout le territoire. Donc, vous pouvez à peu près 70% de la population donc avoir la possibilité d'en parler régulièrement. Donc, c'était une fois par semaine sur des sujets directement liés au musée, respectivement l'évolution,
donc ça ramène le sujet dans le public. Et donc effectivement, on a commencé à en parler enfin. Pour rester un peu à cette année, depuis effectivement, on a recours chaque année, le 12 février, donc c'est la date anniversaire, la date de naissance de Darwin. On commémore, comme en 2009, on avait commencé avec une grande lecture, gâteau d'anniversaire pour tout le monde qui voulait venir. Donc on fait ça chaque année, dans les expositions permanentes, respectivement dans les expositions temporaires. C'est quelque chose qui est obligatoire. Donc le commissaire en charge de l'exposition temporaire, il doit trouver des attaches dans son exposition temporaire avec l'évolution. Donc cette année-ci, c'était assez facile. On avait l'exposition sur les reptiles marins, Lost Ocean, s'appelait l'exposition, qui a fini maintenant il y a 2 jours. Et donc, on parlait des reptiles marins, l'évolution, des figures comme Mary Anning, qui était une anglaise, contemporaine de Darwin aussi, et des contacts de Mary Anning avec certains scientifiques, comme c'est évidemment Darwin, étaient assez aisés. On avait l'année d'avant, on avait une exposition sur les minéraux. C'est un peu plus dur, mais en fait, on retrouve néanmoins des sujets, surtout géologiques, qui ont un rapport direct avec les troncs lents, on en a parlé déjà tout au long de la journée. Donc c'est aussi l'occasion d'en parler, Darwin et la minéralogie, la géologie. Et avant, il y avait, par exemple, c'était en 2019, oui, c'était l'exposition sur les oiseaux, les conservations, Darwin avec les oiseaux, surtout en fait l'élevage pigeon, qui l'avait fortement influencé pour l'élaboration, surtout la comparaison sélection artificielle, sélection naturelle. Donc ça avait quand même une attache fondamentale. Dans cette exposition, qu'on appelait Evolution Up to Date, parce qu'on voulait peut-être quand même faire un petit update, c'est ce qu'on avait présenté auparavant, on avait décliné toute cette exposition. À l'époque, c'était encore... il y avait pas mal de monde qui avait encore Windows Vista sur leurs ordinateurs, donc on s'était dit, voilà, on va faire quelque chose qui va faire venir un peu la recette d'évolution à tout le monde. Donc on a fait notre Vista à nous, une exposition qui se déclinait en 5 thèmes principaux, qui étaient la variation, l'inheritance pour la l'hérédité, la sélection, le time, donc pour le temps, et également une partie sur l'adaptation. Donc ça c'était en 2009. À partir de 2010, donc il y a eu les premières idées pour des nouvelles expositions qu'on a finalement ouvertes en 2017. Et avec une idée claire que, effectivement, la Terre est une planète qui change en permanence. Donc il faut tenir, évidemment, avec une influence sur l'évolution aussi. Et il y a encore la belle phrase qui a été déjà citée auparavant, donc que rien n'a de sens en biologie, ce n'est qu'à la lumière de l'évolution. C'est quelque chose dont le concept a pu se retrouver dans chaque salle du musée. Il fallait en parler, il fallait le montrer, parce qu'il fallait éviter à tout prix que les gens ils rentrent dans le musée où ils sortent, ils ne savent pas ce qu'ils ont vu. C'était vraiment un des premiers buts. Et après, évidemment, ce que les gens ne savent pas du tout, peut-être contrairement à d'autres grands musées, comme le musée à Paris, le musée des consciences à Lyon, les gens ils ignorent parfaitement qu'on était également un institut de recherche avec toute une équipe de chercheurs. Donc il fallait effectivement montrer aussi, c'était le but, que le musée et le centre de référence national pour l'étude de la biodiversité, ce qu'on est c'est une des missions qu'on a par la loi aussi, et évidemment un institut de recherche, et en règle générale, donc de renforcer le rôle de l'histoire naturelle dans la société. Et fallait répondre aussi, c'était quelque chose qui était assez intriguant quand il y avait des gens qui rentraient au musée et qui ont posé la question « mais qu'est-ce que vous faites ici dans ce musée ?» On voyait très bien qu'on faisait des expositions qui étaient charmants, qui plaisaient, qui expliquaient des choses. Voilà, c'est un endroit où on aimait venir avec les enfants, avec la famille. C'est qu'on n'a jamais été nié. Donc
on est très content d'être considéré aussi comme un musée pour les enfants. C'est clair, il y a d'autres musées qui combattent, qui font beaucoup de com pour attirer les jeunes dans les musées. Bon, il y en a, donc on s'en plaint pas. Mais en tout cas, la question là, elle est revenue régulièrement des visiteurs. Donc on s'est dit, voilà, on va leur dire clairement ce qu'on fait. Donc là, il y a une partie, en fait, une première salle qu'on appelle des drôles de rencontres. Donc on va créer des rencontres. Parce qu'en fait, un musée d'histoire naturelle, une des missions clairement, est de décrire et de classer. On a vu pourquoi on classe, hein, l'ordre qui permet finalement de comprendre comment fonctionne le monde. Et donc on crée des endroits où on met ensemble des objets qui, à prime abord, n'ont rien à voir quelque chose ensemble, et qui finalement, réfléchissant, ont quand même des choses en commun. Hein, et ces choses, ces caractéristiques de partage, ce matin j'avais, je crois que c'est Guillaume Lecointe qui parlait des partages imbriqués, c'était un peu le terme qui était tombé. Alors là, c'est des choses qu'on a, Guillaume Lecointe, qui était d'ailleurs en 2014, je crois, pour une conférence au Luxembourg, où il y avait une bonne partie de l'équipe qui était présente et qui avait pas mal influencé par ses pensées, surtout en fait la vision sur la classification, en fait les idées qu'on a ramenées par après dans les expositions aussi d'autres activités pour le public. Donc bon, évidemment l'endroit, le musée est un endroit où on montre en fait l'autre rôle du musée, c'est de conserver des collections. Évidemment, comprendre le passé, agir dans le présent, accompagner au futur. C'est plus une mission qu'on doit se donner, parce qu'en fait, on est, c'est une conviction personnelle, qu'en fait, les musées sont des endroits qui ont pas mal de solutions à proposer au public, à la population, comment va marcher le monde dans le futur. C'est ce qu'il faudrait faire pour avoir un meilleur monde. Et donc créer des rencontres. Bon, ça commence ici, en fait c'est une reconstitution du plus ancien squelette qui a été trouvé au Luxembourg, de Homo sapiens. Jean? Non, vas-y. Et donc on peut s'asseoir sur le fauteuil avec lui. Bon, il y a d'autres endroits ici où on met en commun donc l'oiseau qui dérive en fait, qui est dans le même arbre phylogénétique que finalement le dinosaure. On voit le buffle avec à côté du tic-tic, donc un Africain avec un Nord-Américain qui, prime abord, n'ont rien à voir avec ensemble, et finalement qui sont quand même apparentés, et j'en passe. Donc, pour voir un peu ce qui s'y trouve dans les expositions permanentes, donc le sujet d'évolution est clairement apparent. Il y a beaucoup de points d'attache pour expliquer et discuter, respectivement faire des expériences. Ce qu'on voit ici, par exemple, en fait, c'est la salle qui est réservée, en fait, c'est la salle d'évolution sur la microévolution, qui peut également être utilisée pour les ateliers, les salles de classe. Donc, on est vraiment venu à une présentation clairement thématique. Avant, c'était encore un peu systématique. On est clairement venu à une présentation thématique par les spécimens, des textes et médias. Les expositions sont devenues beaucoup plus colorées. Donc c'est beaucoup moins art contemporain, c'est ce qu'on avait il y a encore une bonne quinzaine d'années. Et le changement se voit partout. Le changement sur la planète, les interactions entre aussi la géologie et les êtres vivants, et vice-versa. Des titres de salles clairement évoqués, donc ça c'est la salle sur livre en fait, qui montre la microévolution, l'adaptation du vivant à des changements climatiques, entre autres, et également avec des petits sous-thèmes comme l'homologie, l'analogie, un peu des choses comme ça qui sont expliquées. Et après, il y a les grands changements dans l'histoire de la vie, la conquête de la Terre, un peu classique, ce qu'on avait toujours, mais toujours accompagné d'éléments audiovisuels ou de manip qui permettent de rentrer dans le sujet.
On a eu la chance d'avoir une super collaboration avec Howard University, parce qu'en fait, on cherchait à tout prix un système qui permettait d'expliquer d'une part la classification, justement ce partage des caractéristiques en commun, et aussi quelque chose qui permettait d'expliquer l'évolution dans le temps. On a parlé de la nécessité d'avoir ou de montrer ce temps-là pour montrer en fait comment évoluent effectivement par les espèces. On a parlé de portions d'espèces, hein, et en fait c'est une affaire de la biologie des populations, une affaire de population. Et on avait trouvé là, c'est Howard qui avait mis en bouche. On va voir si ça va marcher. Donc on voit un peu comment les individus au sein d'une espèce, d'une population se forment et comment des barrières géographiques peuvent intervenir et séparer en fait les individus qui vont former alors d'autres populations. On peut se donner à cœur joie. Mais en fait, on voit toujours l'importance de l'individu dedans. C'est jamais montré comme en fait comme une entité entière, mais c'est toujours des individus. Et finalement, pour arriver à une représentation simple, mais en fait qui n'est que le résumé d'une évolution longue. Et en fin de compte, il y a une autre chose dans cet arbre généalogique, génétique, qui permet de rallier des espèces et de retomber sur l'ancêtre commun. Quand je dis Howard University, ils ont en fait une entité qui développe des programmes pour les programmes éducatifs. Et la collaboration en fait a pu se faire parce qu'on a pu leur proposer une traduction en allemand et en français des programmes qu'ils avaient besoin pour rentrer sur les marchés européens et canadiens. Et donc c'est nos chercheurs qui ont bossé pendant une année dessus pour faire justement des traductions plus rapides et leur assurer effectivement une bonne qualité. Autre chose, ça c'était dans les... c'est un programme qu'on avait développé ensemble avec le Muséum de Karlsruhe et une firme externe qui a été déjà montré, c'est un programme qui a été montré initialement au Muséum de Karlsruhe et qui permet de voir en fait les changements anatomiques sur les vertébrés. Et donc au cours des 500 millions d'années depuis qu'il y a des vertébrés, et donc on peut cliquer, malheureusement là j'ai pas de film qui aurait pu vous montrer, mais en fait on peut cliquer pour qu'est-ce qu'il y a encore, tissu, os, muscle, donc on peut cliquer dessus, montrer, enlever pour montrer ce qui se cache en dessous. Bon, le seul biais qu'il y a évidemment, on a un peu l'impression que tout se joue pendant 500 millions d'années sur un seul individu, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais si j'ai bien pu comprendre Frédéric qui a un peu joué dessus, si on tombe dedans, en fait, on reste assez longtemps dessus. Donc, c'est justement ce qu'on veut. Expérimenter l'évolution dans les expositions, il faut savoir jouer avec. On a parlé de manip. Je pense que la remarque, elle était bonne de dire, voilà, mais la meilleure expérience, c'est toujours de travailler dessus. Et on ne travaille pas juste sur des objets qui sont exposés, il faut travailler directement avec les gosses. Donc on encourage tous nos médiateurs à se donner à cœur joie, à utiliser justement les expositions permanentes pour développer en permanence de nouveaux ateliers. Donc on a des unités maintenant dans le cadre du programme éducatif pour tous les âges, à partir des plus jeunes. Ça explique aussi le titre de l'exposé à la portée de tous, ou l'évolution à la portée de tous. Clairement, c'est un sujet à la portée de tous. Hein, on peut commencer dès le plus jeune âge à expliquer, à montrer l'évolution par différents moyens. Donc on a les ateliers qui sont très souvent développés aussi dans le cadre des 5 festivals
ont lieu à l'intérieur du musée, donc servent après à être déclinés également dans les expositions temporaires, respectivement permanentes. On en voit quelques-uns. C'est l'évolution, c'est l'Evolution Lab, comment on l'appelle. Ça, c'est des ateliers qu'on avait fait réaliser avec cet écran. La découverte donc, justement des temps lents et des arbres phylogénétiques. C'est le système de classement qu'on a également intégré dans des expositions. Ça, c'est un peu comme on avait fait lors d'un Science Festival. Il fallait classer à l'aide de Playmobil. Donc la tâche pour les enfants, elle était directement là. Mais après, il fallait bosser un peu. Et encore un atelier, je pense qu'il va plaire certainement à Frédéric, à cause de l'exposition de dinosaures. On peut reconstruire maintenant un dino complet chez nous, avec des vrais os. C'est quelqu'un qui a, en fait, le médiateur que vous voyez là, qui a récupéré les os d'une autruche pour en faire un dino. C'est assez marrant, et ça marche. Évidemment, la publication, j'ai encore 2 minutes si je vois bien. Donc, là, une collaboration avec le Natural Museum par rapport à tout un bouquin sur l'évolution. Et toutes nos publications, impérativement, doivent toujours avoir au moins un article sur l'évolution. C'était le premier, c'est le journal pour jeunes du musée, c'est le Van Giption, et donc aussi une brochure. Et en fin de compte, on a 2 mobiles qui sillonnent le pays. En fait, c'est des salles de classe entières. Là, je suis pas mal fier parce qu'en fait, c'est surtout ceux du Science Mobile qui n'ont jamais accepté de faire un sujet directement en relation avec l'histoire naturelle parce qu'ils se voyaient science. Donc, science, pour eux, c'était la physique, c'était la chimie. Tout dernièrement, on a quand même enfin eu notre exposition sur l'évolution, qui sillonne maintenant tout le pays. Et on peut un peu répéter les activités qu'on a développées pour les expositions au musée. Et voilà, et peut-être une prochaine au musée.